Merci à toutes les trois d'être là. Est-ce que j'ai besoin de faire les présentations? On va les faire tout de même, de toute façon. Alors, cherchez pas. F.V. Astier, que je peux peut-être appeler Frédéric pour la masterclass, ça sera plus pratique. C'est Squill, elle me facilite toute la tâche. Hein. Merci Tamara, c'est gentil. C'est Squill qu'on appellera Camille, et donc Tamara Valiana. Avant de lancer les questions, j'aimerais juste faire un petit avant-propos sur cette masterclass. On est là pour s'interroger sur le fait de vivre de sa plume quand on est auteur. Il y a 2 petits points que je veux vous préciser. On ne parlera bien sûr pas de salaire des auteurs, donc au moment où vous pourrez poser les questions, c'est quelque chose qu'on n'abordera pas, ni de sommes qu'elles peuvent percevoir en termes de droits d'auteur. Voilà. À partir de là, je pense que tout sera à peu près libre. Est-ce que je peux vous demander à chacune comment vous en êtes arrivée à l'écriture? Est-ce que vous aviez déjà eu une première vie professionnelle? Est-ce que directement vous vous êtes lancée dans l'écriture? Moi qui commence. Alors, moi je suis venue à l'écriture très tard, enfin très tard. J'ai commencé à écrire quand j'étais enceinte de ma 3e fille. Avant ça, je n'avais jamais écrit. Je n'avais jamais eu cette espèce de rêve de devenir écrivain un jour, etc. J'ai fait ça vraiment en sachant absolument pas ce que je faisais. Ne faites pas ça, les jeunes. Et ça a marché, j'ai eu de la chance, mais bon. Oui, donc je suis arrivée un petit peu tard à l'écriture. Et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition, pas du tout des plateformes comme Fixia, etc. Vraiment, je ne savais vraiment pas ce que je faisais, quoi. Alors moi j'ai beaucoup écrit toute petite. Après, j'ai arrêté pendant l'adolescence parce que j'avais autre chose à faire, hein, clairement. De mes soirées. Et j'ai repris après assez tard, en 2015 à peu près. J'écrivais sur Booknode. À l'époque, il y avait un forum d'écriture assez actif qui maintenant est tombé dans l'oubli. Et donc voilà, j'ai vraiment repris à ce moment-là. Alors, moi, j'ai toujours aimé écrire des petites histoires. Je sais que quand j'avais 6-7 ans, j'écrivais des petits livres d'enfants, hein, forcément, avec des petites couleurs, etc. Enfin, il y avait 3-4 lignes avec énormément de fautes d'orthographe. Donc, je me souviens, j'en ai un que j'ai gardé en 1995. Donc, quand même, ça, voilà, ça remonte. Je vous laisse faire des calculs sur mon âge. Après, c'est vrai que c'était, moi, beaucoup la lecture. Beaucoup la lecture. Je pense que j'ai compris que j'avais envie vraiment d'écrire plutôt vers 17-18 ans. Je me demandais pas pourquoi. Je pense qu'à force de lire, je sais que je passais beaucoup de temps. Déjà, je vivais seule avec ma mère, donc dans un tout petit appart. Elle avait la migraine un week-end sur 2, donc j'étais très souvent finalement un peu toute seule à attendre que les heures passent. Donc c'est vrai que je pense que ça a développé une partie d'imagination assez forte. Donc je sais que je me racontais souvent des petites histoires, etc. Mais sans les écrire. Et après, c'est vrai que vers 17-18 ans, là où forcément, moi c'est très émotionnel. Je peux être très émotive sur certains points. Et c'est vrai que l'écriture est devenue à ce moment-là vraiment une soupape. Et c'est ça qui a déclenché. Voilà, c'est vraiment une période de ma vie où, alors j'ai pas vécu des choses atroces, mais où j'ai eu ce trop plein d'émotions. Et j'ai eu besoin de décliner tout ça en écriture. Mais c'était vraiment il n'y avait pas de volonté d'être publié, il n'y avait pas de volonté vraiment de... J'étais pas écrivain à ce moment-là. J'étais juste un être humain qui avait besoin d'un endroit où poser ses émotions. Et c'est vrai que vraiment le côté écriture, je pense qu'il arrivait plutôt vers 20-21 ans, mais j'en parlais vraiment à personne à ce moment-là. C'était vraiment mon petit jardin secret. Mais au fond de moi, je savais que c'était ma voix, quand même, ça qui était assez bizarre. Mais comme en plus je suis hyper superstition et compagnie, là, je suis un peu cinglax là-dessus. En fait, je me lançais des petits défis. Je me disais, je prenais la voiture, je partais de chez des potes, ça j'ai jamais raconté à personne. Et je me disais, si je croise un chat sur la route, c'est que je vais devenir écrivain. Voilà. Mais c'est véridique, hein. Et je me disais, j'ai croisé des chats. Mais je me le disais souvent, donc finalement, forcément, à un moment donné, j'ai fini par croiser un chat. Tu vois, mais je me souviens de ce truc-là, de me dire, voilà, donc il y avait ce côté toujours un peu... Après, on peut s'arranger. Si je croise un feu rouge sur la route, c'est bon, je vais devenir écrivain. Mais là, c'était un chat. Mais je me souviens descendre des petites routes de montagne et me dire, si je croise un chat, là, sur la route, j'ai 15 minutes de route, je serai écrivain. Voilà, bref. Donc moi, c'est pour ça, un peu le côté toujours... un peu bizarre d'être arrivé à l'écriture. Et après, vraiment, moi, c'est avec Fixia que j'ai réussi à vraiment débloquer
cette vérité en fait. Tu me fais une transition parfaite. J'allais vous demander si justement au moment où vous vous mettez à écrire, vous avez des velléités d'être publié et même plus loin de ça, des velléités d'en faire votre vie et vraiment de vivre de l'écriture. Alors, pour moi, pas du tout. En fait, j'ai écrit ce manuscrit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à l'époque où j'ai fait ça, en fait, c'était la première fois que je prenais vraiment mon congé maternité. Parce que de base, j'ai toujours, mais je n'y travaille plus, une entreprise. Donc j'étais chef d'entreprise, j'avais une vie assez occupée, active. J'avais 2 enfants en bas âge, donc là j'attendais la 3e. Et je me suis dit, bon, ok, ça y est, j'ai fini ce bouquin, qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Enfin, je peux l'oublier dans un répertoire au fond de mon ordinateur, ou je peux en faire quelque chose, peut-être. Et je me suis dit, ça serait peut-être cool qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui le lisent, pour me donner leur avis. Sauf que moi, un petit peu comme Camille, j'en parlais à personne, j'avais même pas dit à mon mari que j'avais écrit un livre, et je suis tombée par hasard sur une publicité pour l'auto-édition à l'époque, et je me suis dit, tiens, je vais le mettre là, je vais le mettre en gratuit parce que ça vaut rien, et peut-être, si j'ai un peu de chance, au bout de 6 mois, il y a quelqu'un qui l'aura lu et qui me dira j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Et j'ai mis le truc, alors c'est pas possible de mettre en gratuit, donc j'ai dû mettre le minimum. Et je me suis dit, non mais personne va aller l'acheter, quoi. Enfin, sauf que quand je me suis reconnectée quelques jours plus tard, je me suis aperçue que des gens l'avaient acheté, mais en plus de ça, j'avais des commentaires, des gens qui disaient j'espère qu'il y a la suite qui va sortir, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc là, j'ai dit à mon mari, j'ai écrit un livre, je crois que je m'en souviendrai toujours. On était dans la chambre, je lui ai dit, j'ai écrit un livre. Il m'a regardé, il me dit, t'as écrit un livre ? J'ai dit oui, et je l'ai mis sur Internet, il y a des gens qui le lisent. Et en fait, moi, pendant 2 ou 3 ans, pendant 2 ans, je l'ai vraiment dit à personne, jusqu'au jour en fait où un éditeur m'a invité à venir à Livre Paris. Là, je me suis dit, il va peut-être falloir que j'explique aux gens pourquoi je pars à Paris, et comme ça. Donc là, je l'ai dit à mes parents, ma meilleure amie, et j'ai encore attendu 1 an pour dire, en fait, Tamara Baliana, c'est moi. Donc, ouais, je sais plus quelle était la question de départ, mais donc non, je voulais pas absolument me faire publier. Des fois, je dis, je suis un peu arrivée là par accident. Mais bon, ne faites toujours pas ça. Réfléchissez-y avant. Alors moi, j'ai repris l'écriture. En fait, à l'époque, il y avait donc BMR, ça s'appelait Black Moon à l'époque, et ils avaient un concours qui s'appelait le tremplin Black Moon. Et donc moi, j'ai vraiment repris l'écriture pour ce concours-là, où j'avais écrit un truc, mais c'était mauvais, c'est tombé. Ah, mais... Non, il avait la fraîcheur du premier. Ah ouais, c'était la grande époque des triangles amoureux, donc c'était un triangle amoureux et tout, voilà, les trucs. Ah oui, c'était mauvais. Ce texte n'existe plus, il a été supprimé. Et donc, mais du coup, ça a débloqué un truc et j'ai commencé donc à vraiment écrire, à poster et tout ça sur des forums à la base. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais tenter l'auto-édition. C'était un peu... J'ai même pas essayé d'envoyer nulle part mes manuscrits. J'ai dit, vas-y, on va tenter l'auto-édition. Et puis, j'ai commencé comme ça, quoi. Donc, et je me souviendrai toujours, parce que le tout premier titre que j'ai attendu en auto-édition, c'est une Bad End. Donc, moi, j'ai commencé bien, mais dans la romance, j'étais allez, tout le monde meurt, ça y est. Voilà, donc, en gros. Alors non, moi pas du tout. La publication, moi je connaissais même pas les éditeurs. Moi, alors je lisais énormément, mais je ne connaissais pas du tout les maisons d'édition. Moi j'ai acheté un livre, encore un peu aujourd'hui quand même, hein, comme j'ai pas changé là-dessus. Si la couverture était jolie, déjà ça marchait bien. Si le résumé me captait un peu, ça marchait bien. Et après j'y allais un peu en fait au hasard. Voilà, c'est-à-dire que j'allais à la librairie ou sur Internet. Et voilà, j'achetais un peu des livres au hasard, etc. Donc voilà, moi, tout ça pour dire que vraiment la partie édition, je m'y étais jamais intéressée. Ça m'intéressait pas. Et quand j'ai commencé du coup à écrire, à publier sur Fixia, donc voilà, je tombe sur cette plateforme d'écriture en ligne un peu par hasard. Je commence à y lire d'abord, toujours, à laisser des commentaires, etc., à nouer un peu finalement à créer cette communauté de lecteurs à la base. Et là, je passe une super mauvaise journée, donc toujours les émotions. Hein. Je passe une super mauvaise journée au bureau. Vraiment, je suis vénère. Et je rentre le soir, je me dis, là, ce soir, j'écris sur Fixia. Et donc, je commence à écrire. Et donc, c'est vrai que sur Fixia, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est des principes de concours d'écriture. Donc, en théorie, quand on participe à un concours, c'est en espérant y gagner. Mais sauf que moi, sur Fixia, la seule façon de publier ces chapitres, c'était de s'inscrire à ce concours. Mais moi, j'en avais pas grand-chose à faire du concours en soi. Je voulais juste pouvoir publier mes chapitres. Donc, je commence à écrire mes chapitres sans vraiment savoir où j'allais.
Et puis petit à petit, ben, voilà, il se passe, je crois qu'il restait 60 jours de concours à ce moment-là. Il se passe bien, je pense, 40 ou 45 jours. Et donc avec plein de commentaires, etc. Et là, je lis un commentaire qui me dit « Oh là là, dis donc, t'es, je sais pas, 7e ou sur le classement, etc. » Et là, je me dis « Ah, chouette !» Et là c'est vrai que ça a débloqué un petit truc que je me suis dit « Bah, peut-être que du coup, il y a quelque chose à tenter. » Être un peu plus régulière pour poster ce chapitre, etc. Pour du coup, il faut atteindre les 4 premiers rangs pour pouvoir ensuite envoyer son manuscrit chez Fixia Hugo. Voilà, donc c'est vrai que moi, c'était vraiment tout a été un espèce de, pas un hasard, j'aime pas trop le mot hasard parce qu'il y a quand même du boulot derrière, mais rien n'était attendu, j'avais pas d'attente, et c'est ça qui était bien finalement parce que j'avais pas de pression, j'avais pas peur d'être déçue. Donc j'ai vraiment vécu mon aventure en mode genre comme un niveau. Un level up, quoi, un niveau qui se débloque tout d'un coup dans un jeu vidéo. Donc petit à petit, ça a grimpé comme ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai publié ce premier roman. Je te rejoins, hein, les premiers romans ne sont pas forcément les meilleurs. Mais voilà, c'est comme ça, il faut bien démarrer. Voilà, exactement. Donc voilà, moi, c'était vraiment un pur hasard. Je ne savais pas qui était Hugo à ce moment-là, ni rien. Enfin voilà, vraiment... un coquelicot. C'était presque même l'extrême inverse. Moi, je me rappelle des premiers échanges qu'on a eus. Je te répondais pas. C'est-à-dire que j'ai pas gagné, donc ce concours-là, je l'ai pas gagné finalement, mais j'ai quand même été, un coup de pouce ou coup de cœur, je sais plus comment on appelait ça. Donc du coup, voilà, Fixia Hugo a quand même souhaité publier mon texte, et donc je reçois un premier mail de Marine que je ne connaissais pas à ce moment-là pour entamer un travail, voilà. Et là, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, et il se passe, je pense, bien 10 ou 15 jours. Hein, je la ghoste. Voilà. Clairement, je la ghoste. Elle revient forcément, elle revient à la charge. Donc je dis. Je lui ai envoyé un petit chat après. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment le truc où j'étais dans autre chose. Et moi, je me souviens, j'en parlais pas autour de. Enfin, j'avais quand même dit à mon mari à ce moment-là, mais j'en parlais pas. Et donc je finis par dire à ma mère quand même, tu sais, j'ai écrit un livre, etc. Il va être publié. Et elle me dit, t'es sûr que tu vas pas te faire arnaquer? C'était ça. T'es sûr qu'ils sont fiables? T'es sûr qu'ils vont pas t'arnaquer? J'étais là, non, je sais pas. Mais écoute, on verra bien. Mais je me souviens de sa réaction. C'était à peu près ça. Donc voilà, encore un petit hasard de la vie, quoi. Ok. Bon, depuis mon premier livre, d'accord, il y en a eu quelques-uns pour chacune de vous trois. La question de cette masterclass, tout de même, est-ce que vous vivez de votre plume aujourd'hui? Oui, sinon je pense que je serais pas là, mais... Peut-être qu'on n'y arrive pas. Hein. Oui, je vis de ma plume depuis, je pense, 6 ans. Bon, j'ai réellement arrêté mon autre activité il y a 4 ans. Et donc maintenant, oui, je ne fais que ça et je vis de ma plume. Moi aussi, j'ai arrêté de travailler en entreprise au moment du Covid. En fait, moi, je travaillais dans l'hôtellerie et donc au moment du Covid, l'hôtel dans lequel je travaillais a fermé. Ils l'ont brûlé. Tout le monde était malade, ils l'ont brûlé. Non, on a fermé juste. Et du coup, on est resté chez nous. Et quand ma chef m'a appelé en disant est-ce que tu veux revenir, je dis non. Je suis bien chez moi, en Pilou. Moi, ça a été un petit peu pareil, parce que je travaillais dans l'événementiel, dans l'organisation de mariage. Et le Covid est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de mariages en fait. Hein. Et mon chef, en l'occurrence mon mari, m'a dit tu veux revenir? J'ai fait non. Donc voilà, et donc depuis, voilà, je reste chez moi. Je ne vois plus la lumière du jour. Je vis de ma plume. Du coup. Alors moi, j'ai une expérience très différente. Moi, j'ai arrêté de bosser que depuis le 31 juillet. J'aurais pu arrêter de travailler, je pense, depuis 4 ans. Depuis le Covid. J'aurais pu, tu vois. Mais je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Voilà. J'aurais pu arrêter depuis quelques années. Je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Déjà, j'allais parler au présent, mais j'adore toujours mon travail, même si je n'y suis plus. Mais j'adorais mon travail à la protection de l'enfance, dans le domaine du social, la DAS. Voilà, c'est ce qu'on ne dit plus, mais ça parle en général. Voilà, donc c'est vrai que j'étais très à fond dans mon travail social, etc. Donc là, il y avait ce côté-là, cette peur un peu de changer, etc. et de laisser quelque chose que j'aimais beaucoup. La peur, du coup, tout court, financière aussi, parce que vivre de sa plume, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Des fois, il y a un succès comme ça, et puis le livre d'après un peu moins. Enfin, c'est quelque chose d'hyper aléatoire qui peut être très éphémère. Donc moi, c'est vrai que j'avais un peu cette peur-là, et j'avais pas envie en fait de me dire il faut que j'écrive pour gagner assez d'argent pour vivre. Ça, c'était, j'avais peur de ça. Je me suis dit, ça va me faire écrire différemment. Je vais perdre en authenticité. Je vais vouloir absolument écrire quelque chose qui marche. Enfin, bref, donc ça m'a bloqué pendant
pendant longtemps, alors que je voyais bien à côté que voilà, il y a plusieurs autrices ou plusieurs auteurs qui s'en sortaient très bien sans que ça vraiment, enfin que ça entache leur talent et leurs histoires. Mais voilà, moi j'avais peur de ça, donc j'ai laissé passer plusieurs années, etc. Nous, pendant le Covid, on a travaillé à mort, donc la question de toute façon ne s'est pas posée. Mais et petit à petit, c'est vrai que ça a été une question de temps et une question d'équilibre. Le travail social, c'est quelque chose qui demande énormément d'engagement. C'est vrai que sur ces derniers mois, je me rendais compte qu'à la fois dans mes livres et dans mon travail social, j'arrivais plus à être là à 100%. Voilà. Et en fait, par honnêteté envers mes collègues, envers moi-même, envers les usagers, enfin les gens que je pouvais recevoir, etc., je trouvais que ça allait plus. Voilà. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, il faut que je prenne une décision. Et je me suis dit, je vais tenter. Donc là, moi, pour l'instant, je me fixe pas de... C'est pas impossible que je retourne pas au travail, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me manque. Mais voilà, pour l'instant, je peux me permettre. Après, moi, c'est vrai que voilà, j'ai attendu 4 ans pour aussi faire en sorte d'avoir un peu... J'ai coffré, voilà, clairement. J'ai coffré en me disant, au moins, j'ai pas ce truc. C'est comme si là, j'ai mes petits salaires d'avance. Voilà. Et au moins, je sais, moi, j'avais besoin de ça pour me dire, je peux continuer à écrire comme avant, juste avec la passion. On est content de gagner de l'argent quand on écrit, c'est pas la question. Mais moi, j'avais pas envie que ce soit mon moteur. J'avais peur. Et j'ai encore cette peur-là. Hein. Là, ça fait que 3 mois, du coup, que vraiment, je ne fais que ça de mes journées. Et j'ai mal au ventre le matin. J'ai pas encore passé ce cap-là. Et peut-être que je le passerai finalement jamais. J'en sais rien. Vraiment, là, je me suis laissé 3 ans en me disant, je vais voir un petit peu. Et si je vois qu'il me manque quelque chose, moi, je retournerai au travail. Tamara et Frédéric, c'est une crainte que vous partagez, cette notion de ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain et qu'est-ce que je fais si ça s'arrête, et aussi cette angoisse sur votre écriture, d'écrire, d'avoir cette espèce d'obligation de production pour pouvoir continuer d'en vivre. Alors oui, c'est vrai que comme Camille, j'ai pas envie d'écrire juste parce que il faut que je remplisse mon frigo. Alors après, j'ai peut-être un petit peu moins peur parce que je viens du monde de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que d'être quelque part seule sans filet, ça faisait déjà 15 ans que je faisais ça. Donc c'est peut-être quelque chose que j'ai moins... voilà. Et quand j'ai quitté mon premier travail, on va dire, j'avais déjà un catalogue de livres derrière qui était conséquent. Et c'est vrai que je sais que j'ai quand même cet avantage. Toi, tu disais que tu avais coffré. Je sais que j'ai quand même des livres qui continuent de se vendre si pendant quelques mois, parce qu'on a toujours la peur de la page blanche, la peur d'être démotivé. Puis il y a même des périodes, hein, très honnêtement, il y a des moments où on est plus fatigué, d'autres où l'inspiration elle n'est pas là, où la vie fait que y a des choses qui se produisent et malheureusement on fait un boulot qui est quand même assez lié à notre mental. Et il y a des moments, le mental, il n'est pas là, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours... elle est là, hein, la peur. Mais je pense que moi, j'ai ce côté où je me dis, au pire, je rebondirai. Je ferai autre chose. Je ferai peut-être autre chose dans le métier du livre. Ça ne me fait pas peur, en fait. Voilà, parce que on est parti de rien il y a pas mal d'années avec mon mari. Donc je pense que, voilà, comme j'ai ce côté entrepreneur, on va dire... Ouais, alors que moi, tu vois, j'étais fonctionnaire. Oui. Donc forcément, moi, j'avais pas peur. Oui, j'avais voilà. pas peur. Je comprends que ça. Fonctionnaire titulaire, j'avais pas peur. Tu vois, genre. Ouais, non. Je comprends la différence. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai quand même un bon backup de livres qui ont été écrits avant que j'arrête de travailler en entreprise. Mais comme dit Tamara, c'est vrai que moi j'écris. Ça dépend. Je peux avoir des frénésies où j'écris très vite, mais je sors pas beaucoup de livres dans l'année. Donc je prends du temps pour les écrire, et puis des fois pendant 1 mois, 2 mois, il n'y a rien qui sort, donc je vais pas me forcer, parce que ça se sent, je pense que ça se sent quand on n'aime pas ce qu'on écrit, quand on se force et tout ça. Donc je me force pas, et après j'ai des backups d'écriture, je fais un peu de traduction aussi pour des maisons d'édition, donc mine de rien, ça, même si j'en fais pas beaucoup, j'essaie de toujours en garder, parce que je me dis mine de rien, c'est quand même un salaire qui tombe malgré tout, et je me dis si vraiment un jour je me plante et que j'ai plus rien, je retournerai bosser dans l'hôtellerie. C'est pas là, ça va, c'est pas un secteur où je risque de manquer de travail. Donc il faut pas le voir comme un échec, en fait. C'est ça qui est important, en fait, c'est de prendre en fait les choses telles qu'elles viennent au fur et à mesure, et voilà, et de pas se dire si je dois retourner travailler, c'est parce que je me suis plantée, c'est parce que je suis une... J'allais dire un gros mot. tu l'as entendu au bout de ma bouche. Et voilà, donc moi ça, par contre, moi ça va, je l'ai bien en tête. Ouais. Je sais que moi j'avais envie de vivre cette expérience-là. De pas me dire dans 5 ans, dans mon petit bureau de fonctionnaire, de me dire... J'ai loupé un truc. Genre, qu'est-ce qui se serait passé si... Je déteste me poser des questions. Je me suis dit, je le fais maintenant.
Mais par contre, si au bout d'un moment les ventes suffisent plus, ou si même moi ça quelque chose me suffit Oui, plus, c'est ça, après en fait je serais pas là en mode genre merde, je me suis planté. Je serais en mode genre non, maintenant je sais. Voilà. Moi, le seul truc où je me dis vraiment flemme de recommencer, c'est de prendre le métro tous les matins, le train à 6h du mat, quand il neige, quand il pleut, d'aller à la gare, de pas réveiller. Ça, je dis, ça ne me manque pas. D'aller sur Paname bosser, ça ne me manque pas du tout. Moi, c'est le pyjama. Voilà. Moi, se rhabiller ça sera compliqué. Sortir du pilou. Ah oui, il y a eu une période où j'allais dans les bureaux où j'allais travailler en pyjama, mais après je pouvais plus le faire. Mais du coup là, je suis contente de pouvoir travailler en pyjama. C'est génial. La vie. Hein. Oui, parce que dites-vous que là on est pimpé, hein, on ressemble pas à ça. De ouf. Et moi, mes collègues de boulot. Fait des efforts, j'ai un jean, moi c'est rare. Moi, quand elles me voyaient sur les stories, mes collègues de boulot étaient là en mode genre, mais tu mens aux gens. Tu n'es pas comme ça. Tu fais des câlins aux gens. Tu leur dis bonjour. Voilà. On va leur dire que tu leur mens. On en a parlé très rapidement, mais Tamara et Frédéric, vous êtes passés, c'est encore le cas par l'auto-édition. Camille, c'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différences que vous voyez entre l'auto-édition et le fait de passer par une maison d'édition? Alors, tant en termes de revenus, de manière dont ça fonctionne, que même de travail sur les textes. Voilà, vous, ce que ça change aussi de votre côté. Ça change qu'on a beaucoup plus de choses à faire. C'est vrai qu'en maison d'édition, c'est plus simple dans le sens où on écrit un texte, on donne à notre éditrice, après on bosse ensemble sur ce qu'on doit retravailler et tout ça. En auto-édition, il faut qu'on gère la couverture, il faut qu'on gère la correction, il faut qu'on gère plein de choses. Donc c'est déjà plus de budget, la mise en page, plus de budget, plus d'intervenants, plus de stress aussi, parce que mine de rien, il faut qu'on trouve à chaque fois les bonnes personnes. Donc ça va, parce qu'au fur et à mesure, on se fait quand même un réseau. Moi, je travaille toujours avec la même correctrice, toujours avec la même maquettiste, etc. Mais voilà, c'est vraiment un travail à part entière, quoi, de vraiment gérer toute la production et tout, en fait, de l'écriture jusqu'à la mise en ligne, jusqu'à la mise en vente, quoi. Donc c'est beaucoup plus de travail, mais c'est sympa parce que on est maître vraiment de ce qu'on fait, quoi. On fait ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut, on fait des couvertures qui nous plaisent. Voilà, il n'y a pas de il n'y a aucune obligation, aucun frein. On fait vraiment ce qu'on veut. Et ça, c'est cool aussi d'avoir la liberté de vraiment écrire sans barrière, sans se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va être accepté, est-ce que ça va rentrer dans l'inédito, est-ce que non, on a envie d'écrire ça, on écrit ça, et puis et advienne que pourra, quoi. Oui, je dirais la même chose. C'est vrai qu'en auto-édition, on est vraiment libre. Après, on est responsable de tout aussi. Voilà. Donc, si on se plante tout seul, hein, comme un grand. Mais on va vraiment tout gérer de A à Z. Et voilà, ça demande énormément de travail et d'investissement. Non pas qu'on n'a pas besoin de travailler, d'être investi quand on est en maison d'édition, mais on va être un peu plus accompagné. Quand on est en auto-édition, c'est comme si on était un petit artisan, hein, et qu'on fait tout et qu'on tient en même temps la boutique et qu'on fait les ventes, on fabrique les chocolats dans l'arrière-boutique, hein, si on vend des chocolats par exemple au hasard. Et par contre, quand on est en maison d'édition, il faut plus voir, on est à la production et puis derrière, il y a des vendeurs, il y a des gens qui font la vitrine toute belle pour les fêtes de Noël et qui font tout ce qu'il faut pour que notre produit soit mis en valeur. Voilà, c'est essentiellement les différences. Et on a beaucoup moins de visibilité par contre en auto-édition. Parce que t'es pas en librairie, t'es pas. Oui, voilà. C'est plus compliqué aussi d'avoir un lectorat en auto-édition parce qu'on est beaucoup moins visible. Vu qu'on n'est pas en librairie, on n'est que sur internet, pendant les salons, etc. Donc oui, c'est difficile de se faire connaître. C'est plus difficile de se faire connaître en auto-édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière, toutes les trois, dont vous êtes rémunérés, comment fonctionnent des droits d'auteur au global, et à la fois du côté de l'édition et à la fois du côté de l'auto-édition? Du coup, moi, je vais parler du côté édition. Chez Hugo, mais je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, quand on écrit son manuscrit et qu'on le propose à notre éditeur, si le manuscrit est accepté, on signe un contrat tout de suite. Un contrat qu'il faut bien regarder. Voilà. Donc, alors, il n'y a aucun sous-entendu là-dessus, mais c'est vrai que j'en profite aussi pour, de manière générale, si vous êtes amené à un moment donné à signer un contrat d'édition avec n'importe quelle maison d'édition, ne signez pas tout et n'importe quoi, faites-vous aider. Il y a pas mal de groupes sur Internet,
d'endroits où on peut vraiment voilà, se faire accompagner là-dessus. Bref, c'était la petite parenthèse. Et surtout, vous n'avez rien à payer. Voilà. Donc ouais, ça c'est des oui, merci. C'est vraiment une chose. Voilà, faites. Un éditeur digne de ce nom ne vous demandera pas de payer quelque chose. C'est vrai qu'il y a ce côté au contraire, joie. Vous serez rémunéré. Voilà, c'est ça. Ça va même plus loin. Il faut faire attention voilà, à ce côté euphorie qu'on peut avoir en obtenant son premier contrat d'édition. Voilà, ça ne doit pas non plus vous faire oublier de bien vérifier ce que vous signez. Bref. La maison d'édition qui vous contacte en vous disant qu'il a lu votre texte, que votre texte est absolument fabuleux, et même au-delà de devoir payer, qui vous dit que, bon, par contre, pour être édité chez eux, il faudra juste commander 256 exemplaires à votre charge. Non plus. Voilà. Mais c'est bien d'en profiter pour le dire. Voilà, vous ne déboursez pas 1 euro. Bref, voilà, donc vous signez ce contrat et on vous verse un avaloir, donc une avance sur les ventes. Donc ça, voilà, après, moi je parle là au niveau de voilà. En tout cas moi au niveau de mon expérience, il y a une avance qui peut être versée. Du coup on va un peu de subtilité. Voilà, donc une avance de quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Ça dépend vraiment après ça dépend vraiment après de l'auteur, de la maison d'édition, etc. Donc c'est une première. Donc c'est vraiment une avance sur les futures ventes. Et c'est quelque chose que même si par exemple vous vendez finalement pas beaucoup de livres, cette avance-là on viendra jamais vous la reprendre. Voilà, c'est pareil, ça n'existe pas. Et ensuite, chez Hugo en tout cas, les droits d'auteur sont payés annuellement. Voilà. Donc une fois par an, on reçoit du coup, par exemple là en juin 2025, je vais recevoir tout ce que j'ai pu vendre sur 2024. Voilà, du 1er janvier au 31 décembre, ils font les comptes, et au mois de juin, virement. Donc, on aime beaucoup le mois de juin. Très bien. Très bien. Voilà, c'est assez. Voilà, la base, c'est de se dire qu'on a un pourcentage sur le prix de vente du livre. Donc, sur chaque livre vendu, l'auteur va toucher quelque chose, avec en effet cette avance. Donc, ce qu'on aura payé en avance, on ne le paiera pas au mois de juin de l'année suivante. Et en effet, c'est une fois par an. Mais typiquement, si on sort un livre en janvier 2024, on ne sera payé de toutes ces ventes qu'en juin 2025. Et les délais sont aussi importants à prendre en compte. C'est sûr qu'après, c'est une gestion. C'est une gestion. Exactement. Et dans un contrat, Camille, elle parlait du fait de bien regarder toutes les clauses du contrat. Le contrat d'édition, ne se limite pas à l'existence du livre. Il prévoit tous les cas de figure. Donc, l'existence du livre en grand format, s'il y a une déclinaison poche dans la maison d'édition d'origine, s'il y a une déclinaison poche dans une autre maison d'édition, si le livre est vendu en livre audio, s'il y a une adaptation visuelle un jour... visuel, ou audiovisuel, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est tout couvrir et c'est toujours une négociation entre auteur et éditeur sur chacun des points. Il y a des auteurs qui veulent absolument garder leurs droits audiovisuels. Dans ce cas-là, l'éditeur ne prospecte pas. Et donc, dans les différences entre édition et auto-édition, il y a aussi ce point-là. Ça veut dire que si c'est une de nos aspirations en auto-édition, c'est encore un contact à aller démarcher ou à faire soi-même. Donc du coup, pour la rémunération en auto-édition, là, c'est très différent. Bien sûr, il n'y a pas d'avance, parce que en général, vous publiez votre livre sur une plateforme qui va vous rémunérer, alors tous les mois, mais avec quelques mois de décalage. En général, le décalage est de 2 mois. Donc, par exemple, des livres que vous allez vendre là, au 1er janvier, vous allez toucher les sous fin mars. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, on est rémunéré tous les mois. Alors, le pourcentage que vous touchez sur votre livre est plus important, mais il faut garder à l'esprit que c'est vous qui vous occupez de tous les frais. Donc, tout ce qui est frais de publicité, la graphiste, la correctrice, tout ce qu'a énuméré tout à l'heure Fred. L'URSSAF. Oui. Très gourmand, l'URSSAF. On va pas vous mentir, c'est celui qui vous prendra le plus. Tout ça, c'est à vous. Bon, déjà, vous avez avancé les frais sur tout ça. Je vous rassure, l'URSSAF vous demande pas avant que vous ayez vendu le livre les sous. Mais vous allez d'une part, déjà faire l'avance de tous ces frais-là, et d'autre part, il y a d'autres choses qu'il y aura à payer ensuite. Si vous faites de la publicité, par exemple, sur les réseaux sociaux, de la publicité payante ou sur certaines plateformes, vous avez des factures qui vont tomber tous les mois aussi et qu'il va falloir payer. Donc,
là aussi, il faut quand même gérer un petit peu son argent de façon... moi, je le dis souvent, mais c'est aussi être entrepreneur, hein, notamment en auto-édition. Donc voilà, il faut faire ça comme un petit chef d'entreprise. J'ai rien à rajouter. T'as tout dit. Je vais bientôt vous laisser la parole si vous avez des questions. Je finis peut-être avec une dernière. Aujourd'hui, est-ce que vous conseilleriez à des jeunes auteurs d'essayer de se lancer et d'en vivre? Est-ce que ça vous paraît plus difficile ou plus facile qu'il y a quelques années? Quel est un peu votre point de vue là-dessus? À la fois, ça me semble plus facile qu'avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même au niveau des outils, au niveau, puis l'auto-édition, il y a quelques années en arrière, l'auto-édition était quand même pas mal vue, mais ouais, non, mais souvent c'était genre c'est auto-édité. Alors à raison sur certains points, mais c'est vrai que souvent c'était mais de toute façon l'auto-édition, en gros c'est les auteurs ratés, c'est ceux qui sont pas pris. Moi, écoute, c'est pas ma vision des choses, mais en tout cas voilà, c'est des auteurs qui ratés parce qu'ils n'ont pas été pris en maison d'édition, c'est truffé de fautes. Bref, il y avait vraiment un peu, je trouve, cette image qui était collée à cette auto-édition. Je trouve quand même que ça a beaucoup évolué, parce que déjà, il y a des gros succès d'auto-édition qui sortent régulièrement, et tant mieux. Je sais que moi, je lis énormément d'auto-édition, donc peut-être aussi pour ça que j'ai une autre vision là-dessus. Mais voilà, je pense que même avec Amazon, etc., où on peut vraiment publier, je pense qu'il y a des choses qui se sont mises en place quand même pour faciliter. Après, du coup, forcément, le retour de boomerang, c'est que il y a de plus en plus d'auteurs, d'autrices, il y a de plus en plus de textes qui sont publiés, donc forcément, on se noie peut-être un peu plus dans la masse à ce moment-là. Donc, j'aurais une vision un peu... je trouve pas le mot, mais vous m'avez compris. Voilà, un peu, mi-figue, mi-raisin, je dirais. Voilà. C'est à moi. Alors, je pense qu'on peut tout à fait vivre, oui, de sa plume en se lançant aujourd'hui. Après, comme dirait une copine à moi, si vous... Moi, je veux savoir qui c'est. Alors, Olivia Regal, okay. Si tu veux tout savoir, qui est donc autrice franco-américaine. Elle dit tout le temps, en fait, si tu veux que ce soit ton job, il faut que tu le considères comme ton job et bosser comme pour un vrai job. Ça peut rester un hobby, il n'y a aucun mal à ça, mais dans ce cas-là, ça te payera comme un hobby. Donc, voilà. C'est pas mal, hein. Et oui, donc c'est faisable. Après, quand je vous disais tout à l'heure en rigolant, ne faites pas ça, quand je vous disais que moi je me suis lancée en mettant le truc comme ça, sans en parler à personne, etc. Parce que ça a marché pour moi, c'était il y a 9 ans. Aujourd'hui, ça serait plus compliqué, parce que j'ai eu la chance à l'époque que l'algorithme de la plateforme sur laquelle je me suis lancée me repère tout de suite, et puis il y avait moins de concurrence, il n'y avait pas beaucoup de romances à cette époque, etc. Donc ça a été plus facile. Maintenant, il faut quand même se lancer en ayant déjà un petit plan de com en tête, et voilà, en prenant les choses à la légère. Tu veux ajouter quelque chose? Je pense que tout est dit. C'est vrai que comme dit Tamara, et nous on le voit, moi j'écris beaucoup de romances gays, et quand j'ai commencé, c'était à 10 ans, on était 10 en France à en écrire, c'était vraiment... Donc oui, il y avait plus de place, on avait moins de lectorat, mais du coup, on arrivait mieux à se démarquer, et là c'est vrai qu'on est vite noyé dans la masse de tout ce qui sort, donc c'est peut-être plus difficile aujourd'hui de se démarquer que ça l'était à l'époque. Parce qu'il y a beaucoup plus de choix, il y a beaucoup plus d'auteurs, il y a beaucoup plus donc voilà. Mais oui, après, c'est tout à fait possible. Après, je pense qu'il y a aussi un facteur où il y a un livre qui peut décoller sans qu'on comprenne. Ça peut très bien marcher sans qu'on comprenne pourquoi. Ça peut faire un flop sans qu'on comprenne pourquoi. Il y a ça aussi, c'est qu'on ne sait jamais. C'est hyper fluctuant. Voilà, ça peut être un très bon texte qui flop, un texte un peu moins bon qui cartonne. Enfin, c'est hyper variable. Donc, on ne peut jamais prévoir à l'avance. En fait, c'est vraiment à chaque fois, c'est des surprises. Et ça, que ce soit en auto-édition ou en édition, hein. Les surprises et cette espèce de magie de parfois les étoiles s'alignent pour le meilleur, on aimerait pouvoir les prédire. Il se trouve que non. Après, je pense que c'est aussi une question de tempérament, finalement, et de risques qu'on est prêt à prendre, et même d'attente financière. Par rapport à votre vie, par rapport à plein de choses, effectivement. C'est sûr que si c'est... moi, j'ai mon mari, j'ai 3 enfants, je vais réfléchir différemment, par rapport à mes charges, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi à réfléchir en fonction de sa propre situation. Après, de toute façon, si à un moment donné, en nous, on a envie d'atteindre cet objectif-là, qui peut nous arrêter, quoi. Donc, parce que
faire attention, se protéger. Voilà, pour pas être... Là, c'est mon côté social qui part, hein, pour pas après être dans la merde financière. Mais y aller quand même, avoir cet esprit artiste, finalement, de se dire, je vais me lancer, je vais y aller. Et après, je pense que c'est important aussi, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer de personnes saines, de personnes bienveillantes qui vont, qui oseront vous dire à un moment donné, ça, c'est de la merde, ça, c'est bien, continue. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais vraiment avoir ces conseils-là. Et je trouve qu'il y a quand même, on parle souvent de la communauté au niveau du lectorat en romance, mais il existe aussi une forte communauté en termes d'auteurs et d'autrices. Et c'est vrai que c'est hyper important. Moi, j'ai été un peu sauvage assez longtemps. C'est dans mon caractère, hein, ça se voit pas comme ça, mais voilà. Donc je mets du temps à discuter, à accorder ma confiance, etc. Mais c'est important vraiment de s'entourer, mais de gens qui vont être contents pour vous. Voilà, qui vont être contents pour vous quand ça marche, qui vont être tristes avec vous quand ça marche moins, qui vont être là quand vous doutez, quand vous allez à ouvrir l'ordinateur et vous mettre à chialer parce que vous savez même pas pourquoi, mais parce que ce jour-là, ça va pas. Donc je pense que c'est se lancer, oui, mais pas tout seul. Voilà, pas tout seul. Et c'est pas forcément besoin d'être 25 personnes autour de vous. Hein. Ça peut être une personne. Mais ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir sa petite team. Et puis, il ne faut pas hésiter à rejoindre des groupes aussi d'auteurs. Il y en a sur les réseaux sociaux, etc. Si au début, vous connaissez personne. Et c'est vrai que quand on a dans son entourage personne qui ne serait-ce que lecteur, c'est un petit peu compliqué. Et il y a quand même une solidarité entre auteurs. Et voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions, etc. Et puis il y a des gens plus expérimentés qui souvent répondent et donnent des conseils. Et puis, par exemple, c'est vrai que dans le monde des indés, je pense qu'avec Fred, c'est pareil, on se passe aussi les bons plans. Tu as besoin d'une correctrice, moi la mienne, elle est super, etc. Et voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions et à contacter les autres auteurs. Beaucoup de forums Discord et tout ça qui sont ouverts pour aider les auto-édités. J'aime bien quand tu me tiens les micros, c'est sympa. Ouais, ça te va bien, j'aime bien. Donc, beaucoup de Discord qu'on peut rejoindre pour avoir des infos, des conseils et tout. Donc, on n'est jamais seul. On trouve tout le temps des gens avec qui échanger et pour nous aider, pour nous guider quand on ne connaît pas, quand on vient de commencer. Ouais, c'est pas un milieu de concurrence en fait. Moi, c'est vrai que je le dis à chaque fois. Un livre, vous allez acheter le livre de Fred le lundi, vous allez acheter celui de Tamara le mardi, vous allez acheter le mien le mercredi. Enfin, on est tellement des gros lecteurs. Vous pouvez pas lire de toute façon du C.S. Quill ou du Tamara Baliana 365 jours par an, quoi. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est un peu. Ça fait beaucoup de relecture, quoi. Ça fait beaucoup de relecture. On est productif, mais quand même, quoi. Enfin, voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête quand même sur le. Tout le monde ne lit pas les mêmes thèmes, tout le monde ne lit pas les mêmes thèmes, tout le monde ne lit pas la même chose. Donc, il y en a qui préfèrent la romance, la dark romance, le thriller, des machins. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et nous, on écrit aussi des choses très différentes. Donc, ils vont peut-être pas lire tous nos livres parce que certains leur correspondent pas, ou d'autres leur correspondent mieux. Donc, il y a ça aussi, quoi. Donc, mais tout ça pour dire que chacun a sa place. Et il y a largement de la place. Et voilà, et il faut le faire. Enfin, encore une fois, c'est mon tempérament de me dire, j'ai pas envie d'avoir de regrets, de me dire, et si j'avais essayé pourquoi je l'ai pas, machin, hein, voilà, c'est tout en faisant attention à soi, encore une fois, en s'entourant bien, etc. Mais il faut vivre cette expérience-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et surtout, est-ce que j'ai un micro qui circule pour arriver jusqu'aux personnes ? Oh, c'est bon, le micro arrive. J'ai vu par là après. Ouais. C'est vrai qu'avec les spots dans les yeux, désolée, je ne vous fais pas de grimaces. Bonjour à toutes les quatre. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que les livres auto-édités ne pouvaient pas être en librairie ? Parce qu'en fait, on n'est pas dans un... Alors déjà, beaucoup... je ne sais pas si toi tu le fais, moi je me publie que sur Amazon. Je n'ai pas les matériels et tout ça. Alors je sais qu'ils sont commandables. Non, il y a certains livres qui sont commandables en librairie. Si tu vas voir ton libraire et tu peux leur demander. Mais en fait, les libraires ne veulent pas d'auto-éditer. Pourquoi ? Demandez-leur. Il y en a certains qui nous demandent de faire du dépôt-vente, c'est-à-dire qu'on va leur déposer nos livres, ils prennent 30% de com et ce qui n'est pas vendu, ils nous les rendent. Mais en fait, on n'a pas de circuit de distribution avec des distributeurs comme peuvent avoir des maisons d'édition qui passent par des réseaux qui vont eux distribuer les livres dans les librairies. Donc c'est pour ça que nous on est introuvables en librairie, c'est pour ça qu'on a tous un site internet ou qu'on fait beaucoup de salons. Même à petit niveau, vous pouvez pas démarcher, je sais pas, celles qui sont autour de chez vous ou si, faire marcher peut-être qu'on votre pourrait, réseau personnel.
Mais les librairies, enfin, genre les grosses librairies, la Fnac, Cultura et tout, ça les intéresse pas en fait. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué de nous faire connaître. Après, les petites librairies indépendantes non plus. Ouais, c'est ça. C'est déjà, ça prend beaucoup de temps pour pas forcément beaucoup d'intérêt en fait pour nous. Voilà. Et les libraires, non, déjà, les petites librairies prennent rarement de romances. Déjà, moi, à chaque fois que je vais vraiment en librairie indépendante, c'est rare. Donc déjà, c'est compliqué. Et oui, souvent, parce que, mine de rien, je pense qu'on a l'auto-édition a toujours mauvaise presse auprès des libraires, mine de rien. Donc voilà. Merci pour la réponse. Et puis, c'est un problème qui est même plus général que ça. Le problème des libraires, c'est la place. Ils aimeraient pouvoir prendre tous les livres possibles et c'est pas le cas. Donc déjà dans les livres qui sortent dans l'édition, ils font des choix et donc j'imagine que de leur point de vue, se rajouter la somme d'auteurs en auto-édition, c'est impensable. Il y en a certains qui veulent déjà pas de romance à la base, donc on part de loin. De moins en moins quand même. De moins en moins, mais ça existe encore. J'avais une question par ici. Oui, je peux ici. Bonjour à toutes les quatre. J'avais une question. À vouloir vivre de sa plume, est-ce qu'on n'a pas tendance plutôt à écrire des thématiques populaires qui se vendent mieux, comme des tropes plus populaires, par exemple? Ça, c'est ma crainte. Tu verbalises exactement... Désolée. Alors, je sais pas si... Enfin, le on en général, je ne sais pas. Moi, je vais en tout cas te parler que pour moi, même si là, c'est le début, entre guillemets, de cette nouvelle vie de vivre de sa plume. Je pense... Alors déjà, moi, les tropes populaires, je les kiffe déjà de base. J'adore les clichés. Donc, je sais pas si je suis... Tu vois, mais déjà, le problème, c'est que moi, j'aime trop ça déjà. Donc, toi, c'est même pas là en mode genre pour vendre. C'est genre, moi, j'aime trop. Après, oui, je pense que c'est un risque qu'on peut avoir. Mais encore une fois, ça va dépendre finalement de la personne. Qu'est-ce qui t'anime quand t'écris, tu vois? Moi, je sais que j'écris. Il faut que je ressente quelque chose moi quand j'écris. À l'avance de ce que va ressentir la personne quand elle va le lire. Donc c'est hyper égoïste en fait, je suis en train de me dire en entendant ça, mais en fait, c'est vraiment mon ressenti, tu vois, genre en premier, peu importe finalement la trope, enfin le trope populaire ou non, quoi, tu vois. Donc encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de généralité à faire, ça va vraiment dépendre du profil. Et quand bien même t'écrirais parce que tu as envie de gagner de l'argent, tu vois, uniquement, est-ce que c'est vraiment, tu vois, genre... Est-ce qu'on peut vraiment le pointer du doigt? Je sais pas. Après tout, Oui, après, j'ai envie de dire, si vraiment tu écris des trucs pour on va dire, la tendance, etc., faut pas oublier que c'est quand même... tu vas te taper 80 000 mots ou 100 000 mots. Voilà. Si c'est un truc qui te plaît qu'à moitié, ça va être long. Hein. Déjà, c'est long quand ça te plaît. C'est alors, très long. C'est que l'important, il faut que ça te plaise, en fait. Il faut que tu aies envie de l'écrire. Oui. Sinon, ça sert à rien. Mais moi, par exemple, je sais que souvent, je regarde il y a des trucs qui m'énervent. Je sais pas si vous avez lu The Cheat Sheet. Oui, je l'ai bien aimé. Alors, fais attention à ce que tu vas dire. Alors moi, ce qui m'énerve dans ces livres-là, c'est qu'on te vend un footballeur et une danseuse, t'as zéro football, zéro danse. Bah, ça me dérange pas. Moi, ça m'a dérangé. Et tu sais que moi, je l'ai arrêté pour ça. Ah ouais, non, parce que moi, je sais qu'il est footballeur, ça me suffit. J'ai pas besoin de le voir danser la baballe, moi, tu vois. si. Bah, non. Parce que moi, tu me vends une romance sportive, je veux du sport, en fait. Moi, dans les campus, ils vont jamais en cours. Non, moi non plus. Mais tu vois, alors on est court, on s'en fout. Ils sont dans leur voiture, d'accord, mais ils vont jamais en cours. Moi, j'écris un truc sur du hockey et du foot, ils font du hockey et du foot. Tu vois, à un moment, et c'est le cheat sheet, ça m'a tellement saoulé que j'ai refermé, j'ai dit j'arrête. Le mec, il est en play-off, il arrive, il est dans le couloir pour aller sur le terrain, tu passes à la meuf, ils ont gagné. Où est le match? D'un moment, pardon, et là ça m'a tellement saoulé. Et c'est vrai que j'ai fait allez, ça y est, next. Tu l'as dans la tête depuis longtemps parce que genre oui, ça n'a aucun rapport avec la question. Il fallait qu'elle le sorte. Je vais le dire en masterclass, je le dirai devant 100 personnes, je m'en fous. J'en avais gros sur la patate. Fallait que ça sorte aujourd'hui. Non mais c'est pour vrai. Dire que tu veux écrire des tropes par exemple populaires en parlant de sport et tout ça, écris le sport en fait, c'est juste c'est juste pour dire j'écris parce que ça marche. Non en fait, maison dedans, renseigne-toi et écris quelques scènes quoi. Tu vois, regarde, ça va dépendre aussi du coup la façon dont toi tu vas voir le trope populaire. Ce que toi tu vas retenir de ce trope populaire, tu vois. Moi, du moment que tu me dis qu'il est footballeur, c'est bon. Ça me suffit. Donc, finalement, est-ce que vraiment il y a des règles quand c'est comme ça de dire, enfin tu vois, je vais utiliser un. Voilà, c'est vrai, pour être bouché, c'est pareil, tu vois. Alors dans ce genre de livre, peut-être. Tu vois.
Parce que moi, le boucher, j'ai tout de suite la bad end qui m'arrive, tu vois. J'ai tout de suite un peu le côté dark qui arrive, tu vois. Le footballeur américain, un peu moins, tu vois. Tu peux, je suis sûre. Ah, attends, ça pourra. Attends. Ça y est, faire une dark romance avec un footballeur américain et un boucher. Boucher. Non, mais tu vois, finalement, il y a tellement de il y a tellement de perception du trope et et des trends possibles que finalement, bah, je crois que la réponse est non. Oui, en fait, il faut écrire quelque chose que toi, tu as envie de lire aussi. Ah oui, bah, c'est ça. Tu as envie de lire et que tu as envie d'écrire. Mais tu sais, c'est des heures de réflexion, genre où tu te manges le cerveau, où tu ne penses qu'à ça. Donc imagine si c'est chiant, tu vois, enfin si c'est pas toi, si c'est non. Tu vois, donc je pense pas, hein. Ou alors vraiment faut être un sociopathe. Faut être un peu masochiste, quoi, si tu... Ouais, mais de ouf. Peut-être il y en a, hein. Bah, merci beaucoup. Bonjour, je voulais savoir... On a les spots dans les yeux, donc on vous voit pas bien. Pardon. Est-ce que vous êtes épanoui dans votre métier? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, assez stimulé? Parce que, enfin, moi, j'ai une vision du métier d'écrivain quand même assez solitaire, même si vous avez vos correctrices, vos éditrices, ça reste quand même assez solitaire. Vous êtes souvent face à l'ordinateur dans vos pensées. Après, je pense que ça dépend du caractère de chacun aussi. Moi, je suis quelqu'un qui adore bouger et aller partout, mais est-ce que vous êtes assez épanoui et stimulé? On n'est pas tout seul, on est avec nos personnages déjà. Oui, vous êtes plusieurs dans votre tête, c'est ça, trop d'accord. chelou, c'est là en mode genre chaud. Après, comme tu dis, bon, on travaille avec d'autres professionnels, des correcteurs, etc. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où on est entouré. Moi, personnellement, tous les jours, j'ai un petit groupe autour de moi avec qui je discute, avec qui je parle, un petit peu comme on discuterait à la machine à café avec des collègues, hein, sauf que là, ça se fait sur Internet parce qu'on n'est pas les unes à côté des autres. Et on papote, on parle de nos projets en cours. Des fois, quand on bloque, même on s'appelle en disant « Tiens, moi, alors là, mon personnage, il en est là, machin, je sais pas quoi faire après. » Puis souvent, ça aide à débloquer. Donc, moi, personnellement, je me sens pas seule. Puis c'est bien aussi, des fois, d'être seule. Moi, c'est pareil. C'est vrai que, pareil, moi, j'avais peur, du coup, forcément, parce que j'avais mes collègues de travail tous les jours au bureau, que je le veuille ou non. Donc, c'est vrai que je m'étais dit comment ça va se passer quand je serai dans mon petit bureau à la maison, etc. Et c'est vrai que moi, je suis dans un groupe, en fait, on fait des visios WhatsApp. Donc, je suis avec Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla et Alicia Garnier. Et c'est vrai que tous les jours, en fonction de ce qu'on a à faire, etc., on se connecte. Donc des fois on est 2, des fois on est 3, des fois on est toutes. Et c'est vrai que ça permet vraiment de... ça fait, mettons à 8h30, je vais me connecter, on va parler pendant 30 minutes, bon, des fois un peu plus, mais on essaye de se limiter quand même. Comme le petit café quand on arrive au bureau, même si je ne bois pas de café, mais peu importe. Donc il y a vraiment cet échange, etc. Et après en fait on reste... on peut couper la caméra et pas se parler pendant... Enfin pas couper la caméra, couper le micro, à écrire. Déjà, au moins, ça bloque le téléphone, ça c'est bien. Et voilà, donc il y a vraiment cet échange-là, en fait. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression, pareil. Après, j'ai ma Flora Harmonie, là, qui je fais un peu de la pub, là, qui est en train de dédicacer sa romance de Noël. Voilà, c'est ma bêta, c'est une de mes meilleures amies. Enfin, c'est ma meilleure amie, je veux dire, si je dis une de mes meilleures amies, elle va me défoncer. Je suis sûre que son mari est là, en plus, quelque part, en train de m'observer. Donc voilà. Et c'est vrai que on s'appelle souvent. Enfin, voilà, c'est beaucoup de coups de fil, des messages vocaux, des visios, etc. Je pense qu'on a besoin de... Autant il y a des moments où je sens que j'ai besoin d'être un peu seule, tu vois, donc en termes d'émotions, etc., où j'ai besoin vraiment de... C'est même pas une question de concentration, c'est des fois tu as besoin de te couper du reste, voilà, pour X ou Y raison. Mais c'est vrai que, voilà, 90% du temps, j'ai Amélie aussi, ta chère +1, qui est pareil quelque part par là, mais je ne la vois pas, avec qui, voilà, je fais des coworking, en fait, en direct, elle vient à la maison et on écrit pendant une journée entière. On se fait des petites sessions, on travaille 30 minutes, on discute 10 minutes, on essaye de faire un peu comme ça pour être productif. On fait des pomodoro, nous, mais... Ouais, mais c'est pareil, sauf que, en général, la pause, c'est 5 minutes, mais elle dure toujours un petit peu plus longtemps. Nous, c'est 10. Comme ça, au moins, on se ment pas à nous-mêmes, tu vois. C'est 10. C'est bien, nous, on est toujours dans le déni, tu vois. Voilà. Donc, il y a vraiment ces petites choses en fait, qui sont hyper sympas parce que tu as besoin, en fait, aussi de... Ça fait du bien de voir les autres galérer aussi, déjà, tu vois. Tu vois, vraiment, genre moi j'adore travailler avec Delinda par exemple, tu vois. Parce qu'on galère toutes les deux, parce qu'on est toujours à la bourre, parce que t'es là, genre t'as écrit ton quota aujourd'hui, non, moi non plus, tu vois, mais tu te sens moins seul, quoi, tu vois. Donc moi j'aime bien voir les autres dans la merde, quoi, tu vois, ça me stimule, tu vois, ça me stimule. Non mais ose dire que c'est pas vrai. Donc
Ouais, donc le truc solitaire, franchement, j'y crois plus trop. J'y crois plus trop et je trouve que ça serait vraiment dommage. On passerait à côté de quelque chose. Mais le fait de rester tout le temps chez vous, enfin, il y a votre famille aussi qui gravite autour de vous. Est-ce qu'ils vous laissent votre espace ou vous n'avez pas envie de partir parfois? Enfin, moi, je sais, je vais au boulot, je vois ma famille que le soir. N'importe où. Donc, après, t'es pas obligé de rester chez toi. Tu peux sortir si tu veux. Nous, on a l'avantage de pouvoir bosser de n'importe où. Donc, t'as juste besoin de ton ordi, tu le prends sous le bras, tu vas ailleurs et. Tu peux même partir en Thaïlande. Voilà, en Thaïlande, toute seule, si tu veux. Hein. Moi, j'ai fait. Je suis partie au Canada toute seule pour aller voir des matchs de hockey. J'ai pris mon ordi, j'ai écrit là-bas. Bon, après, t'es pas obligé d'aller si loin, hein. Tu vois, genre. T'es pas obligé d'aller si loin. Tu peux aller au café en bas de chez toi, ça marche aussi. Je dirais que le Canada, la meuf, ça y est, c'est bon. Mais toi, tu vas vivre de ta plume, ça va. Ça va. Moi, je vais au Canada pour écrire. Ça va, toujours plus. Toujours plus. Oui, comme ça, ils feront des matchs dans ton livre. On a compris. Ça... Non, après, les enfants, ils vont à l'école, le mari, il va lui-même au travail, donc... Enfin... lui-même... En fait, c'est du dressage. C'est du dressage. Au début, ça vient, tu vois, ça vient un petit peu essayer de te polluer. Et après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu me faire une petite pièce chez moi qui n'a qu'un seul accès. C'est dans ma maison, mais tu peux rentrer que par une porte et pas par l'intérieur de la maison. Tu vois, il faut passer par mon jardin. Enfin, j'ai fait en sorte que le sol il soit un peu glissant, etc. Donc, ils viennent rarement. Ils m'appellent avec le téléphone fixe, par contre, ça oui, tu vois, mais du coup, je peux les ghoster. Mais voilà, c'est vrai que il faut leur apprendre en fait à ton conjoint, à tes parents, etc. que c'est un travail qu'en fait moi quand je vais dans mon bureau je vais pas me cacher quoi. Je suis pas là en train de c'est pas pour esquiver la vaisselle ou autre. C'est vraiment voilà. Non mais toi il y a un côté vraiment où mais ça s'inculque. Hein. Moi mon mari ça fait 19 ans qu'on est ensemble. J'avais 16 ans qui m'a vu vraiment évoluer etc. Il a fallu aussi qu'il comprenne au bout d'un moment et c'est normal ce que ça représentait et voilà et cet espace dont j'avais besoin etc. Qu'on vienne pas en fait me couper dans mes réflexions etc. Donc moi, ça va là-dessus, ils me foutent plutôt la paix. Voilà. Après, c'est vrai que la journée, etc., ils sont à l'école, donc ça va. Mais après, c'est à toi aussi de trouver un bon équilibre entre le temps que tu vas leur accorder et le temps que tu vas accorder à ton... Voilà. Moi, il a peur. Il a peur. Moi, j'ai 2 chats et il refuse de rentrer dans mon bureau. Donc je pense qu'il doit y avoir le chétan dans mon bureau. Parce que... c'est un signe. Si le chat ne rentre pas dans le bureau, alors peut-être que c'est parce que j'ai le gros squelette que ça les impressionne, mais ils ne mettent pas un pied dans mon bureau. Et ça me fait peur. Quand même. Des fois, ils s'arrêtent et ils regardent derrière moi. Donc je me dis, c'est ça. Mais les chats, toujours les chats. Il y a encore un truc avec le chat. Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être que c'est lui. Il est là, moi, dire. Bon, sur cette petite référence à Oscar ou Adam, on ne sait pas trop. Merci beaucoup à tous. Je vais encore une fois vous demander... Non, ça suffit. Là, les gens doivent sortir puis rentrer. Stop. Va dédicacer, dépêche-toi. Je vais vous demander à tous de sortir pour que les gens qui attendent dehors puissent rentrer. Merci.